Creuset. 2 mètres. Creuset. 2 mètres à 0. Creuset. 566 06 ouvert. 03 Ce qui m'a frappé d'abord dans ce que j'ai vu des enfants que Germaine Tortel a approchés à travers les institutrices qui s'occupent d'eux dans les écoles maternelles, c'est quelque chose d'inattendu, qui est une espèce de vérité, d'authenticité. C'est porteur de quelque chose, mais qui est vrai. Et on peut imaginer que c'est l'intérieur de l'enfant, en quelque sorte. Ce qu'il y a de plus spontané chez lui. Et qui est pas seulement touchant, mais qui est désarmant, qui vous déshabille. En 1975, dans un ouvrage qui fera grand bruit à l'époque, Surveiller et punir, Michel Foucault évoque l'histoire de l'école. Et étrangement, il compare l'école à l'hôpital, à la prison et même à la ménagerie. Et toutes ces institutions auraient en commun pour lui de chercher à contrôler les individus. On découpe le temps, on sait ce que chacun fait à chaque instant, on lui impose une activité précise que l'on surveille et on le punit si effectivement il ne fait pas cette activité-là. Cette segmentation, cette manière d'imposer ce que Michel Foucault appelle le temps disciplinaire, casse avec la tradition de l'éducation par initiation, de l'éducation où c'est toute la personne qui s'implique dans un projet, dans un processus, exprime une intention. Eh bien, Germaine Tortel, une pédagogue de ce siècle, va tenter de retrouver cette pédagogie de l'initiation, de retrouver cette unité de la personne, de rompre avec ce modèle segmenté. Elle va essayer de retrouver cela à travers l'art, en se posant la question, que peut-on apprendre à travers la création? Leur quartier, le 13e, c'est leur ville. Ils la connaissent. Mais pour eux, tous les autres quartiers, c'est l'exotisme. C'est le voyage. Sur la Seine. Alors, maternellement, leur école les emmène visiter Paris. Et les enfants regardent Paris tous ensemble, mais le voient chacun à sa manière. Et puis on leur donne des couleurs pour raconter leur voyage. Ça, c'est les maisons de Paris. Grandes, grandes. Et toutes serrées pour se tenir debout. Il y a des maisons, et puis encore des maisons, et dans les rues, des autos. Beaucoup d'autos. Et des passants qui ne peuvent pas passer. Germaine Tortel naît à Lyon en 1896. Elle est élève de l'école normale d'institutrice et à sa sortie est nommée dans les classes uniques du département du Rhône. Là, elle découvre tout de suite la richesse de l'expression des élèves, de ces élèves qui dans ces classes allaient de 3 à 4 ans jusqu'à 15 ou 16 ans. Elle est passionnée par son travail, reprend des études en philosophie, en lettres, en psychologie. Elle est tout de suite remarquée par ses collaborateurs, ses collaboratrices et passe un concours qui, en 1930, lui permet de devenir inspectrice des écoles maternelles. Elle crée un centre de documentation pédagogique. Là, à côté des ouvrages traditionnels de pédagogie, elle recueille, et c'est important, c'est la première fois, des productions d'élèves, des dessins, des cahiers, toutes choses qui la fascinent et qui lui paraissent témoigner d'une intelligence et d'une créativité extraordinaire. Pendant la guerre, elle entre dans la Résistance et en 1946, elle est nommée à Paris où elle restera inspectrice des écoles maternelles jusqu'en 1962. Elle y est très active, elle organise des conférences, des expositions et tout un mouvement se construit autour d'elle pour valoriser la création dans les classes.
Et je vous avais demandé la dernière fois si un ami et un copain, c'est pareil. Non. Or, Théodore avait dit, c'est 2 fois copain. Comment on fait pour se connaître? Bah, à la naissance, on trouve des gens qu'on aime bien et après on On les connaît. trouve des gens qu'on aime bien. Quand j'étais à la crèche, et ben, j'avais connu Margot et puis je voulais être amie avec elle. On ne fait pas la bagarre si on s'aime. Toi, tu dis, quand on ne fait pas la bagarre si on s'aime. Et ça, c'est tout à fait normal. On voulait être copines. Ouais. Voilà. Vous vous entendez bien ensemble. On ne peut pas se séparer. Et on ne peut pas se séparer. Et est-ce qu'il y a des choses que vous faites ensemble qui font que vous découvrez que vous devenez de plus en plus amis? Quoi, par exemple? Ben, on joue à la sirène, à la princesse. Après tout ce que l'on vient de dire, qu'est-ce que vous aimeriez aller dessiner? Notre amie. Et Adèle dans mon jardin. Adèle dans mon jardin. Et toi, Clara? Moi, je vais avec Constance et Julien à la mer. Antoine. Moi, je vais amener Aurélien dans un bateau à voile. Et toi, Margot? Je vais amener Pauline en dessous d'un seul pleureur. Pauline en dessous d'un sol pleureur. Et moi, je vais emmener dans un bateau Pierre, Antoine, moi, Aurélien et Dylan. Et Dylan et Aurélien. Vous avez de l'eau tout dans votre pot? Ce qui est en jeu dans cette démarche, c'est que l'enfant puisse manifester sa personnalité profonde. Mais il ne le fait pas volontairement. C'est d'ailleurs pourquoi le plus gros travail de l'institutrice d'école maternelle, avant de se mettre à peindre avec l'enfant, c'est qu'on échange. Comment on voit que tu es amie avec Alban? Parce qu'on fait Comment? parce qu'on est tous les deux dans l'eau. On est tous les deux dans l'eau. Mademoiselle Tortel nous a appris que dans les premiers essais des enfants les plus frustes, il y avait déjà en germe toutes les prises de conscience qui vont s'épanouir ultérieurement. Nous prenons les enfants au point où ils en sont, c'est-à-dire que nous nous étonnons, nous nous émerveillons des premiers essais. Il faut que dans ton dessin, on voit que vous êtes vraiment amis. Et petit à petit, ces essais vont devenir de plus en plus élaborés grâce à ce que nous appelons la critique collective, qui pourrait être plutôt le commentaire collectif, la recherche collective. Quelle était ton idée du départ? On était dans l'eau. Voilà. On était un sous-marin. Vous avez vu comment il a choisi la couleur de la mer? Et du ciel. Du ciel, en fait, le ciel c'est tout bleu, c'est pas qu'en haut, hein, c'est tout bleu. Est-ce que quand tu es à la mer, la couleur du ciel est la même que la couleur de la mer? Maintenant, elle est plus claire. Ah, alors, là on peut imaginer qu'on ne voit que la mer et que le ciel, il est plus haut que ton dessin. Est-ce que tu veux montrer un moment qu'il y a le ciel? Petit à petit, par l'échange, eh bien, il va y avoir une pensée à la fois individuelle et collective qui va se construire. Oui, quand le soleil se couche, on dit que le soleil se couche à l'horizon, Margot. L'horizon, À ça fait tout l'horizon. orange. Ça fait tout orange. La maison. Qui n'est pas le même que la couleur. C'est presque la Tu vas y réfléchir. Mettez la chaise et vous allez. Non, écoute bien, Mathieu, avant de partir, écoute-moi. Parce qu'Aurélien, lui, Camille l'a mis. Vous voyez, l'a mis est à... Dessiner, c'est à la fois imiter le réel, mais c'est aussi interpréter le réel. C'est dire quelque chose sur le monde, et c'est dire aussi la vision que l'on a du monde. C'est se trouver à l'intersection entre l'objectivité
et la subjectivité. Les enfants font des prises de conscience, c'est-à-dire qu'ils essayent de répondre aux questions qu'eux-mêmes se posent. Ce sont des questions qui les concernent vraiment. Germaine Tortel ne cesse de le dire, dessiner c'est fait pour penser, dessiner c'est fait pour accéder à la parole, au langage. Le geste artistique, c'est fait pour construire une véritable intelligence du monde et de soi. Un des apports les plus intéressants de la pédagogie de Germaine Tortel, c'est qu'elle fait travailler tous les élèves ensemble dans la classe à une œuvre collective. Le dialogue dans la classe va faire que chacun va confronter son objet à la lumière des autres objets et on va construire une œuvre collective qui ne sera pas simplement l'ajout des propositions individuelles, ni la projection d'une idée a priori de la maîtresse, mais quelque chose où ces apports ont créé une œuvre originale, collective. Si la création est si importante pour Germaine Tortel, c'est parce qu'on y apprend quelque chose de tout à fait essentiel. On y apprend à s'impliquer. À s'impliquer, c'est-à-dire à se projeter complètement dans ce qu'on fait. Je ne cherche pas à faire une vague. À l'époque de l'enfant zappeur, comme on dit, peut-être est-il important de retrouver l'intuition fondatrice de Germaine Tortel. Cette idée que rien ne se fait qui fasse grandir si l'enfant n'est pas totalement investi dans son activité. Se fixer, se tendre tout entier dans un geste, dans quelque chose qui vous exprime et qui vous permet de vous recentrer, de vous densifier et d'être enfin présent à vous-même dans ce que vous faites. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va faire la peur. Il y a un grand danger devant vous. Voilà. Tu essaies de la mettre à rouleau. Au moment où tous les enseignants disent que les élèves sont absents en classe, même quand ils y sont présents physiquement, il est sans doute plus que jamais nécessaire d'apprendre le plus tôt possible, d'être présent à soi-même et présent à ce que l'on fait. La colère. Voilà, comme si vous vouliez me repousser avec votre colère. Laissez voir vos yeux. Non, regardez pas trop en bas. Voilà. Lettre à 08 05 04 03 Je suis un homme de 30 ans, vous me recevez et je suis là pour exposer mes problèmes. Qu'allez-vous me dire? D'accord? Quand quelque chose d'heureux m'arrive, je ne peux pas y croire. J'agis comme si c'était pas vrai, comme si c'était jamais arrivé. Ça me tracasse. Je voulais un rendez-vous avec Laure. J'ai tourné autour d'elle pendant des semaines et des semaines, avant d'avoir assez de courage pour lui demander un rendez-vous. Elle m'a dit oui. Je pouvais pas y croire. Je pouvais tellement pas y croire que je suis pas allé au rendez-vous. Pour quelle raison exactement vous pas allé à ce rendez-vous? Investigation. Vous vous rappelez pas du tout d'un événement? Investigation. N'enlevons rien, ne rajoutons rien et évitons le questionnement. Vous avez eu peur d'aller... Vous avez eu peur d'affronter? Interprétation. Tracassé parce que vous ne prenez pas en considération la réalité. Oh là là, oh là. Car il n'a pas compris ce qu'il me dit.
ne sait pas en profiter, il y a un peu d'interprétation. Vous ne pouvez pas croire que des choses heureuses puissent vous arriver. Voilà. Qu'est-ce que ça peut lui apporter? Ça lui apporte qu'on a compris, qu'on a entendu, qu'on a compris, et c'est une manière de relancer, de lui dire, puisque je t'écoute, mon bonhomme, tu peux continuer, tu peux aller plus loin. Parce qu'on n'a rien rajouté, on n'a rien retranché, on n'a pas fait de soutien, on n'a pas banalisé, on n'a pas interprété, on n'a pas trouvé de solution. La solution, c'était, rappelez donc là alors. Rappelez-la. Ou d'aller voir Sérieux. Il faut que lui, il la trouve, la solution. Il faut Oui. l'amener à ce qu'il trouve la solution. C'est à lui, c'est sa solution. Pour définir l'attitude d'aide positive, Rogers utilise 3 idées simples. Pour aider positivement quelqu'un, il faut d'abord l'écouter sans le juger, l'écouter sans le condamner a priori, même si on n'est pas d'accord avec lui. Il faut ensuite essayer de le comprendre, c'est-à-dire comprendre comment l'autre pense, comment la pensée s'est élaborée dans la tête de l'autre. C'est ce que Rogers appelle aussi l'empathie, cette capacité de vivre avec l'autre sa propre histoire. Mais être empathique, ça ne veut pas dire renoncer à être soi, et c'est là le 3e principe de Rogers, qu'il appelle la congruence. Il faut exister soi-même en face de l'autre, parce qu'on ne peut pas imposer à l'autre d'être authentique si soi-même on n'est pas authentique. Il parle d'accueillance, il dit aider l'autre à enlever son manteau protecteur. On se protège tous des autres, hein. On se met des carapaces, des masques, masque sur masque, et notre rôle en tant que soignant, ça sera d'aider l'autre justement à être en relation vraie avec nous. Si vous reformulez avec empathie et congruence, l'autre entend simplement que vous écoutez et que vous cherchez à comprendre. Carl Rogers, né en 1902 dans la région de Chicago, il vivra toute son enfance dans une ferme, dans une ambiance particulièrement paisible qui le marquera et qui développera sa vie intérieure, sa vie personnelle. C'est d'ailleurs un enfant très porté sur la méditation. Adolescent, il décidera de s'orienter vers la théologie. Il veut être pasteur. Il engage des études de théologie. Là, il s'intéresse déjà aux questions d'éducation et très vite, il découvre la psychothérapie. I'm a psychologist. I'm an educator, I hope. Mais une psychothérapie qui accompagne, qui écoute. Une psychothérapie qui s'éloigne de la manipulation pour aller vers la relation d'aide. Il va la pratiquer auprès de centaines de personnes, jusqu'à théoriser tout cela en 1931 dans sa thèse où il prône une thérapie centrée sur le développement de la personne. The thing that I would value most is creating a climate where a person can emerge and live his life testing his own values relative to the immediate situation. Quand il devient enseignant en 1940 à l'université de l'Ohio, il va là aussi découvrir l'importance de l'écoute dans la relation pédagogique. Et il va progressivement basculer vers une pédagogie qu'il appellera non directive. Non directive parce que le rôle du maître n'est plus d'imposer le savoir, mais d'accompagner l'apprentissage de celui qui veut acquérir le savoir. A facilitator of learning, or someone who puts responsibility on the learner, has therefore an easy job. What has he got to do except sit back and wait for somebody to come up with something he wants to learn? That's not true at all. In the first place, to intelligently elicit the real questions that the person has, that's a skill in itself, and it isn't always the first and obvious question, which is what the person really wants to know. Then I think it's the responsibility of the facilitator to provide rich enough resources for answering, say, that particular question, that it will not only answer that question, but show that there are many other related questions which might conceivably be of interest to the learner.